Vous avez été des centaines à m'envoyer vos questions, merci beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous lire. Parfois, c'était un petit peu plus difficile de vous répondre, mais je vais faire de mon mieux. Il y a eu beaucoup de questions sur moi. Qui je suis, d'où je viens, où je vais, pour qui je vote, quelles sont mes valeurs. On en dira un mot, et puis on dira aussi un mot de l'avenir de la chaîne. Mais on va commencer par le plus important. On commence avec une question de Thomas le chat. Salut, j'aimerais avoir ton avis sur le vocabulaire dans les discours. On célèbre souvent les orateurs qui arrivent à utiliser un langage très élevé, mais un bon orateur devrait être compris par tous. Alors qu'en usant de mots, tournures de phrases compliquées, on s'assure qu'une bonne partie de notre auditoire ne nous comprendra pas ou pas totalement. Du coup, qu'en penses-tu ? Je pense qu'effectivement, c'est une qualité d'utiliser un langage qui est clair, un langage qui est simple. Mais il faut bien distinguer deux choses. Il faut distinguer d'une part la complexité des tournures, et ça effectivement c'est un défaut et je recommande de le bannir, mais la complexité des tournures, c'est quelque chose de très différent de la richesse du style. Et ça oui, la richesse du style c'est quelque chose qu'il faut viser. Il faut viser parce que si tu veux persuader le public de revenir, il faut que le public sente qu'il y a chez toi des choses qu'il ne trouve pas ailleurs. Et ces choses, c'est notamment au niveau du style, de la richesse de ton langage, du travail sur le rythme, du travail sur la rime, des images que tu es capable de créer. Donc très concrètement, ça veut dire que le gros du travail, quand on fait un discours, c'est de faire passer nos idées de la façon la plus claire et la plus simple possible. Mais une fois que c'est terminé, une fois qu'on a notre discours, notre plan de présentation, notre plan de vidéo, quoi que ce soit sous les yeux, notre article, on peut encore ajouter une phase où on va essayer d'identifier les phrases clés, les idées clés qu'on veut faire passer, et là on va s'amuser. Là on va faire un travail sur les rimes, on va faire un travail sur les images, on va faire un travail sur les métaphores pour pouvoir rendre ces idées mémorables. Donc 1, oui, il faut essayer de bannir autant que possible la complexité, mais 2, il faut faire un travail sur la richesse. Et parfois, effectivement, en allant chercher des expressions originales, on va perdre une partie des gens, mais ça vaut la peine de temps en temps de faire ce qui est beau plutôt que ce qui marche. J'ai ensuite Benoît Faro qui me demande, ma question est la suivante, pensez-vous qu'il soit encore possible aujourd'hui de produire un discours capable de surmonter la polarisation idéologique de notre société sur des sujets comme l'avortement, l'immigration, etc. C'est-à-dire être capable de faire adopter à un nombre significatif de personnes une idée qu'auparavant ils auraient rejetée. C'est quelque chose qui est de plus en plus compliqué, effectivement. Parce que surmonter la polarisation, ça veut dire tenir un propos qui est nuancé, et tenir un propos qui est nuancé, ça veut dire que tu vas te faire attaquer par les extrêmes des deux bords. Et plus on se fait attaquer, plus ça devient difficile de maintenir la grandeur d'âme et l'ouverture d'esprit nécessaires à dépasser la polarité. Mais pourtant, c'est bien dans cette voie qu'il faut aller. Parce que sur tous les sujets non triviaux, et l'avortement et l'immigration en font partie, les opinions du genre « oui, toujours, en toutes circonstances, sans aucune discussion et non jamais plutôt mourir », eh bien, ce sont des positions qui n'ont pas grand intérêt. Mais à un moment, même si on fait preuve de nuance, il faut trancher. Et à ce moment-là, tu seras d'autant plus convaincant pour le camp adverse qu'ils sentiront que tu as fait l'effort de tenir compte de leurs meilleurs arguments et pas de caricature de leur position. L'exercice que je te recommande, c'est donc de t'organiser un mini-procès. Tu vas d'abord être le procureur et tu vas aller aussi loin que possible dans cette première position. Ensuite, tu vas être l'avocat de la défense et là encore, tu vas aller aussi loin que possible dans la défense de cette position. Et puis, finalement, tu vas faire un travail de juge. Et un juge, c'est pas quelqu'un qui dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Un juge, c'est quelqu'un qui dit j'ai bien regardé les points de vue des deux positions, il y a des choses très bien des deux côtés, mais néanmoins, je considère que la position la plus juste et la plus vraie est celle-ci. C'est bien sûr un travail exigeant, mais c'est beaucoup plus satisfaisant intellectuellement que de s'avachir dans le confort des positions simplistes. Ensuite, j'ai Marie-Lucie qui me demande comment améliorer son style et comment le challenger. En fait, pour améliorer son style, il faut travailler en se fixant des contraintes. C'est pour ça que je vous ai proposé un exercice sur cette chaîne où je vous ai raconté une histoire et je vous ai demandé de formuler la morale en vers. Ça, c'est un excellent exercice. C'est un excellent exercice parce qu'il y a une contrainte. Il y a une contrainte de sens. Et il y a une contrainte au niveau de la manière dont on doit s'exprimer. Et c'est là qu'on doit trouver des solutions. C'est là qu'on commence à jouer au Lego avec les mots. Et c'est là qu'on va devoir faire un travail sur le style, qu'on va devoir emmener notre style au niveau supérieur. Je peux te donner un autre exercice que j'aime bien donner en ce moment. Présente-toi. Donc tu te présentes, qu'est-ce que je fais dans la vie, pourquoi est-ce que je veux faire ça, qui j'ai envie d'aider.
et tu écris ce petit texte de présentation sans utiliser la lettre E. Donc il y a un livre bien sûr qui a été écrit sur ce principe, un roman qui s'appelle La Disparition, et ça c'est un excellent exercice, parce que une fois que tu te coupes de la possibilité d'utiliser la lettre E, qui est la lettre la plus commune en français, là tu vas devoir faire cet effort supplémentaire pour pouvoir trouver des mots, des tournures qui sont originales. Et donc c'est de la contrainte que naît l'effort supplémentaire qui va te permettre d'améliorer ton style. Et comme tu as employé le mot challenger dans ta question, eh bien je t'invite aussi à faire ça. Toutes les fois que tu es sur le point d'utiliser un mot anglais, demande-toi s'il n'y a pas un mot français qui serait plus élégant. J'ai ensuite une question de Araya qui me demande comment être parfaitement à l'aise et naturel lorsqu'on s'exprime face à un public. Eh bien je te conseille justement de bien distinguer le fait d'être naturel et le fait d'être à l'aise. Parce que je sais que le naturel c'est le grand truc. Voilà, si vous voulez que ça marche face au public, il faut être soi-même, il faut être naturel. C'est une erreur de penser ça. Quand vous imaginez un concertiste. Le concertiste, quand il vient faire son récital face au public, il est préparé, il s'est entraîné, il est pas en impro en mode je vais vous jouer un petit truc à la cool. Le chirurgien qui vient faire son opération, eh bien il va pas venir devant vous en mode voilà, je suis chaud aujourd'hui, je pense que je vais faire une bonne petite impro. Non, tout le monde se prépare. Pour faire une bonne performance, on doit se préparer. Et donc le naturel n'est pas une qualité de la rhétorique. Le naturel, c'est une qualité quand on fait une bonne bouffe entre amis. Le naturel, c'est une qualité quand on boit des coups entre potes. Le naturel, ce n'est pas une qualité de la prise de parole en public. Alors comment est-ce qu'on devient à l'aise? On devient à l'aise non pas en cherchant le naturel, on devient à l'aise en se préparant, en venant face au public avec un bon plan, avec un bon travail sur nos idées, avec un bon travail sur le style. Donc si tu veux être plus à l'aise, il faut travailler plus. Parce que le malaise, ça vient du fait qu'on est face à des gens qui ont pris sur leur temps pour nous accorder leur attention. Respecter ça, ça veut dire qu'on doit leur donner le meilleur de ce qu'on est capable de donner. J'ai ensuite une question de The Valper qui m'écrit « Qu'en est-il de l'avenir de la rhétorique en France au XXIe siècle? A-t-elle perdu de sa superbe et de ses partisans? Est-elle vouée à disparaître ?» Bah non, vraiment pas. Vraiment pas. La situation de la rhétorique aujourd'hui est bien meilleure qu'elle ne l'était par exemple au début du siècle dernier. Parce que la rhétorique, c'est une discipline qui a été retirée des programmes scolaires. Et pourquoi est-ce qu'elle a été retirée des programmes scolaires? C'est parce que la rhétorique, c'était devenu, dans l'Ancien Régime, uniquement une discipline de différenciation sociale. C'était une discipline où on apprenait des tournures extrêmement compliquées, c'était une discipline qui était faite pour briller dans les salons, c'est une discipline qui s'était complètement coupée de sa racine politique pour ne se focaliser que sur sa racine littéraire et poétique. Et c'est très bien le littéraire et le poétique, on en a besoin. On en a besoin pour faire des beaux discours, pour apporter un peu de beau. Mais si on déracine la rhétorique de la politique, elle perd complètement son sens. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que justement, avec les réseaux sociaux, on a un nouveau terrain d'expérimentation rhétorique qui est absolument incroyable. Et donc ça permet une vivacité qu'on n'a pas connue depuis très longtemps. Et donc il y a un renouveau des concours d'éloquence, il y a un renouveau de l'intérêt sur cette discipline, il y a un retour à l'enseignement de cette discipline. C'est un renouveau auquel je compte bien participer, et c'est un renouveau auquel vous participez de plus en plus activement. On l'a d'ailleurs vu récemment sur la chaîne secondaire, et donc je suis très optimiste sur l'avenir de la rhétorique. La rhétorique, c'est la discipline qui va nous permettre de passer à une pratique plus mature de la politique, car nous allons faire des réseaux sociaux la nouvelle agora, et la rhétorique nous permettra de le faire bien. Alors oui, évidemment, il y a une baisse de niveau culturel, il y a une baisse de niveau scolaire qui est tout à fait inquiétante, mais au lieu de se plaindre, c'est à nous de prendre ça en main. C'est à nous de prendre ça en main en utilisant la rhétorique pour partager des choses qui sont belles, des choses qui sont utiles, des choses qui sont intéressantes, et puis contribuer à hausser le niveau et à déclencher ce raz-de-marée d'intelligence que j'appelle de mes vœux. On poursuit avec une question de Gaëtan Caudrelier. Crois-tu qu'une idée peut être aussi bien exprimée en slogan qu'en discours? À l'heure des manifestations, on résume tout en quelques mots, mais est-ce aussi pertinent? Ça n'a pas du tout la même fonction et je te conseille d'apprendre à faire les deux. C'est d'ailleurs un très bon exercice de rhétorique. Il y a un exercice de rhétorique qui est un exercice d'amplification et de réduction. Donc ça veut dire que tu vas partir d'un texte, par exemple, je sais pas, tu prends un conte, tu prends Le Petit Chaperon Rouge et tu vas faire l'exercice de le résumer en une phrase.
Ou alors tu vas faire l'inverse, tu vas partir d'un slogan, tu vas partir d'une phrase choc et tu vas la déployer dans un discours, dans un texte. Et donc ça c'est un exercice, mais il faut le faire également pour tes discours et présentations. Une fois que tu as terminé ton texte, une fois que tu as terminé ton discours, essaie de rassembler le tout en une formule choc, une formule qui marque les esprits, et c'est quelque chose que tu pourras utiliser pour conclure ce discours. Ben Marchadour me demande ensuite: bonsoir, comment aider ceux qui n'ont pas la capacité de parler en public en raison d'un vrai blocage, mais qui possèdent un savoir précieux à exprimer? Tu peux écrire, et je te conseille évidemment d'écrire. Tu écris, tu partages des articles, tu peux aussi faire un podcast. Telegram, c'est excellent comme application pour ça. Telegram, c'est une application qui te permet de partager des messages audio, tu peux faire des longs discours, tu peux faire tout ce que tu veux dans un contexte où seules les personnes qui te connaissent, qui y sont invitées, peuvent y avoir accès. Donc si tu es timide, que tu as du mal à prendre la parole en public, que tu bégayes ou que sais-je, eh bien sache qu'aujourd'hui, il y a plein d'autres formats qui vont te permettre de faire ça. Le plus important de toute façon, c'est pas tellement de prendre la parole face à un public. Le plus important, c'est de faire cet effort, de partir de toutes ces idées qui fourmillent en nous et de passer à quelque chose qui est transmissible. Après, que tu sois là ou que tu sois pas là, bah c'est différent. Évidemment que c'est agréable d'être capable de créer ce moment de communion avec le public, mais tu pourras l'avoir très bien en écrivant ou en faisant de l'audio. On poursuit avec une question de Léon Windorfer qui m'écrit: à partir de quel âge la rhétorique devrait-elle enseigner à l'école et pourquoi? Quel type de parcours proposeriez-vous? Alors, les élèves les plus jeunes avec lesquels j'ai travaillé, ils étaient niveau CM1, CM2. Et donc quelque chose qui marche à cet âge-là, c'est des mini-controverses judiciaires. Donc on peut partir d'un sujet qui les concerne. Ça, c'est un sujet que j'avais créé avec mon collègue Benoît Sens. Donc on les met dans cette situation-là. On imagine que l'alarme à incendie se déclenche dans la salle et donc il y a un élève qui se sauve à toute vitesse sans l'autorisation du professeur. Ça déclenche une petite cohue. Quand on rentre en classe, on se rend compte que c'était une fausse alerte et donc le professeur décide de sanctionner l'élève qui a eu le réflexe de partir comme ça sans attendre les consignes. Et un petit sujet comme ça permet de se mettre en situation de production d'arguments. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on va leur dire, bah voilà, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de le sanctionner? Et donc ils vont discuter, etc. Et donc nous, le travail de professeur, ça va être d'identifier les arguments que les élèves présentent et après d'attirer leur attention sur le fait que ces arguments entrent dans différentes catégories. Donc première étape, on va les inviter à produire des arguments et on va s'amuser à les classer, à regarder quel type d'argument c'est. Et ensuite, on va passer à une deuxième phase où on va leur donner des types d'arguments et on va leur demander de produire ces types de raisons. Donc par exemple, est-ce que vous pouvez produire un argument pour sanctionner l'élève en vous appuyant sur les conséquences de ses actes? Et donc là, ils vont dire, bah oui, en faisant ça, il a créé du chaos, ça aurait pu avoir des conséquences graves sur les autres élèves. Donc c'est avec ce genre d'exercice qu'on va commencer. On va commencer avec des exercices de controverse qui les mettent en position de produire des arguments et puis on va commencer à attirer leur attention sur le fait qu'il y a différents types d'arguments qu'on peut produire dans une situation donnée. Niveau collège, donc quand ils sont un petit peu plus grands, il y a un exercice que j'avais déjà proposé dans différents établissements que je trouve très utile. C'est de mettre en œuvre un cours de rhétorique qui permettrait de débriefer sous une forme ludique les incidents qui surviennent dans les autres cours. Donc par exemple, je sais pas moi, on a un cours de biologie et dans le cours de biologie, bah il y a des enfants à cause de leur religion qui vont dire non mais moi je veux pas suivre la leçon sur l'évolution. Et bah bim, on a un incident et l'idée c'est qu'après le prof de biologie va en discuter avec le professeur de rhétorique et le professeur de rhétorique va créer un mini procès où on va redébriefer, retravailler sur ce sujet dans un contexte qui est plus ludique. Vous allez avoir une équipe qui va travailler pour dire oui, dans ce cas-là, on doit créer une exception. Vous allez avoir l'équipe en face qui va dire non, en aucun cas il faut créer cette exception. Puis vous allez avoir une équipe juge dont le travail, ça va être de bien écouter les deux positions et à la fin de rendre son jugement. Et en faisant ce genre de choses, on peut non seulement responsabiliser les élèves, on va responsabiliser les élèves parce qu'ils vont devoir être confrontés au genre de dilemmes éthiques et moraux auxquels sont confrontés les adultes. Et puis l'autre chose, c'est que ça permet
permet de créer de la solidarité entre les professeurs. Ça permet aux professeurs de sentir qu'ils sont pas tout seuls, qu'il y a une équipe, et donc voilà, le problème qu'il y a eu en EPS, le problème qu'il y a eu en français, tous ces petits problèmes de comportement qui émaillent la vie des établissements, on va les réutiliser et on va faire travailler les élèves dessus. Et ça devrait leur permettre de grandir et par le travail d'argumentation, de sortir des positions trop dogmatiques. Et puis finalement, niveau lycée, je proposerais des cours de rhétorique qui se rapprochent de ce qu'on fait avec les adultes, à savoir des cours de rhétorique qui permettent de mieux formuler des projets, qui permettent de mieux formuler nos idées, de mieux partir en campagne pour des causes qui nous tiennent à cœur, et puis comme ça, amener les élèves à se rapprocher du monde professionnel, de l'engagement citoyen, et puis peut-être créer des vocations qui comprennent que faire ses études c'est très bien, mais on n'a pas à attendre plus tard pour commencer à écrire, à publier, à créer du contenu, à lancer un mouvement autour de l'entreprise, du projet, de la cause qui nous tient à cœur. J'ai ensuite une question de Clément Maillard qui m'écrit « Le plus important pour convaincre, est-ce de maîtriser le fond ou la forme de nos propos ?» Je pense que ça ne vous sert pas d'opposer la forme et le fond. Comment est-ce qu'on exprime notre pensée? Comment est-ce qu'on transmet notre pensée? C'est dans les mots. Et donc si votre discours est bancal, si votre discours est pas clair et mal fichu, c'est assez mauvais signe pour votre pensée. Donc c'est en faisant ce travail sur la forme, d'écrire, de construire un discours, de trouver des bonnes phrases, des bonnes formules, qu'on parvient à clarifier, à structurer notre pensée. Parce qu'il y a des gens comme ça qui sont dans une posture, oui, je dirais des choses incroyablement intelligentes, mais le problème c'est que le public est pas assez logique pour me comprendre. Non, si le public ne reçoit pas votre pensée, c'est que vous avez un gros travail à faire pour la clarifier. Et donc en opposant la forme et le fond, vous retardez ce travail nécessaire de clarification. On termine avec une question classique de chez Classique, mais il va falloir que je martèle encore parce que il faut vraiment que cette idée passe. J'ai Limonade Edanomil qui m'écrit « À partir du moment où nos idées sont bonnes, est-ce que ça vaut le coup de convaincre plutôt que de persuader ?» Il ne faut pas prendre convaincre et persuader comme des notions qui s'opposent. Vous avez besoin d'apprendre à faire les deux. Convaincre, c'est un travail sur l'opinion. Vous allez donner des arguments, vous allez donner des raisons pour faire progresser l'opinion des gens. Persuader, c'est un travail sur la disposition à agir. Donc ça vise quelque chose de tout à fait différent. Persuader, c'est un travail sur les émotions. C'est un travail qui permet de mettre en mouvement, de déclencher la motivation à agir. Et donc, si vous êtes seulement capable de persuader et que vous n'êtes pas capable de convaincre, vous allez vous retrouver avec des gens qui vont peut-être avoir l'impulsion de prendre une décision et qui après vont se dire « Mais pourquoi j'ai décidé ça? Je me suis fait manipuler. » Et si vous êtes seulement capable de convaincre, mais que vous n'êtes pas capable de persuader, eh bien les gens vont se dire « Ah tiens, c'est une très bonne idée, je suis d'accord », mais ils ne vont pas changer leur comportement en conséquence. Donc arrêtez d'opposer convaincre et persuader, ça n'a pas de sens, ce sont des activités différentes et si vous voulez que vos discours soient suivis d'effets, vous avez intérêt à apprendre à faire les deux. J'en ai assez parlé, allez voir les vidéos que j'ai faites à ce sujet. Et maintenant, on va satisfaire un petit peu de votre curiosité. Alors, Rem13 m'écrit « Salut, t'est-il arrivé d'être ému par un discours porteur d'une idéologie à laquelle tu n'adhères pas, voire détestes ?» Alors, je ne déteste pas beaucoup parce que je considère que c'est une passion adolescente. Par contre, c'est vrai que j'ai tendance à me porter plutôt vers des discours qui m'intéressent. Pour pouvoir travailler sur quelque chose, j'ai besoin d'être attiré par l'objet. J'ai besoin de trouver ça beau, j'ai besoin de trouver ça intéressant. Mais il se trouve que je vous écoute, je suis régulièrement à l'écoute des commentaires, des demandes qui me sont faites, et assez régulièrement, je suis invité à m'intéresser à des sujets, à des personnes, à des orateurs vers lesquels je ne serais pas allé naturellement. Et pour pouvoir faire un épisode, j'ai besoin de leur trouver des qualités. J'ai besoin de leur trouver de la valeur. Parce que c'est ça un épisode en fait. Si vous regardez ce que je fais sur cette chaîne, quand j'analyse quelqu'un, c'est dans le but d'extraire quelque chose qui a de la valeur au plan rhétorique, parce que c'est ça qui vous aide à progresser. Et donc ça m'arrive d'être confronté à des orateurs qui, au premier abord,
m'indiffèrent, qui au premier abord ne résonnent pas avec mes valeurs, mais en regardant, en me demandant mais pourquoi est-ce que les autres trouvent ça intéressant, trouvent ça utile, trouvent ça beau, eh bien j'arrive progressivement à trouver quelque chose d'intéressant. Donc oui, ça m'arrive de partir avec des a priori sur un orateur, et puis au fur et à mesure de la fréquentation, de l'analyse, j'arrive à en extraire de la valeur. Adunacor m'écrit ensuite, as-tu des projets de collaboration avec des personnalités ou des youtubeurs ? La collaboration, c'est un format que j'ai longtemps évité, parce que j'ai pris cette aventure sur YouTube comme une expérience. Je voulais voir si c'était possible, à la force de la rhétorique, d'être capable de faire décoller une chaîne en travaillant sur la manière dont on structure une vidéo, en travaillant sur le scénario, en travaillant sur le discours. Parce que la collaboration, c'est souvent une manière, en fait, de prendre un raccourci vers le succès. C'est ça qu'on recommande, et d'ailleurs, si vous regardez sur les créateurs sur YouTube, ils ont des vidéos qui viennent de YouTube, qui leur apprennent voilà ce qu'il faut faire pour que ça marche, etc. Et ils recommandent beaucoup les collaborations. Faites des collaborations, ça va permettre de mixer les communautés. Et donc c'est quelque chose que j'évitais de faire parce que je considère que, enfin c'est pas que je considère, mais c'était que je voulais me hisser à la force de la rhétorique, pour voir si ma discipline fonctionne bien, pour voir si ma discipline est adaptée à ce nouveau média. Mais récemment, en fait, j'ai fait une collaboration, vous l'avez vu, avec le youtubeur philosophe Charles, le précepteur, et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la manière dont on a travaillé, c'était intéressant, c'était très chouette, on a trouvé un format où on s'envoyait mutuellement nos paragraphes, on a fait plusieurs réunions, et j'ai beaucoup aimé. Et donc, je l'ai fait non pas par stratégie, je l'ai fait parce que je trouvais l'auteur sympathique, et parce que je trouvais qu'il y avait un intérêt pour vous. C'était intéressant de créer ce dialogue entre rhétorique et philosophie. Donc s'il y a des opportunités de ce genre-là, des opportunités de faire des collaborations qui permettent de mettre ma discipline, mon savoir, en résonance avec un autre savoir, avec une autre discipline, de créer un débat, peut-être de la controverse intellectuelle, ça oui, ça vaut le coup, peut-être que je le referai à l'avenir. Mais collaborer pour collaborer, juste parce que le public se dit « Ah tiens, ça ressemble, ce serait marrant de les voir ensemble », non, je suis là pour construire une œuvre et je compte bien garder ma ligne éditoriale et ma direction artistique. Ensuite, j'ai Victorus qui m'écrit « Salut, quel est ton avis général sur le rap ?» Les gars, respectez-vous, arrêtez avec l'autotune. Il me demande ensuite, en écoutes-tu, et si oui, qui par exemple? J'aime bien le rap de mon époque, et le rap de mon époque, c'est par exemple Dr. Dre, c'est Outkast, c'est NTM, ou c'est La Clinique. Par contre, j'ai jamais vraiment adhéré à la culture qu'il y a autour du rap. Le côté, je suis trop un voyou, je mets une capuche, je me jette contre les murs et je me mets debout sur les voitures. Il me demande enfin, et sinon, tu aimes plus quel genre de musique? J'aime bien la musique classique. J'aime bien Chopin, Ravel, Debussy, Brahms, Bach, Beethoven, Schubert, Schumann, tous leurs amis. J'ai ensuite une question de Petite Sarah qui m'écrit « Est-ce que tu as étudié le latin et ou le grec pour pouvoir lire les orateurs antiques en langue originale ?» Alors, je tiens aujourd'hui à m'excuser officiellement auprès de Madame Bezin, qui était mon professeur de latin au collège, et je tiens aussi à m'excuser auprès de Madame Bernol, qui était mon professeur de grec en classe préparatoire. J'ai été un élève catastrophique, j'en suis navré, j'avais pas encore compris l'intérêt de ces langues anciennes. J'ai ensuite Victor L, qui me demande « Comment vous voyez-vous ? Comme un analyste ou un acteur des conseils que vous donnez ? Autrement dit, Ardisson vous invite demain à une interview, vous y rendez-vous ?» Je me vois comme un professeur d'abord, avant tout comme un professeur. Et oui, bien sûr, j'utilise les conseils que je partage pour les projets que je porte, donc cette chaîne YouTube, je le considère comme un projet, et j'utilise également les conseils que je partage pour aider les gens qui viennent me trouver. Et j'ai des gens très différents qui viennent me trouver, des gens qui viennent me trouver pour faire avancer une cause, des gens qui viennent me trouver pour faire grandir un projet entrepreneurial avec une association à faire grandir. Et donc, évidemment que si une émission de divertissement me contacte pour venir faire le clown sur un plateau télé, je n'y vais pas. D'une part parce que j'ai autre chose à faire. Je n'ai pas 6 heures à consacrer pour aller faire un tournage sur un plateau télé dont ils ne garderont qu'une dizaine de minutes. Et puis, je n'ai pas envie de jouer à ce marché où on va gratter un peu de lumière à la télé et en échange, on doit subir les blagues du comique et on doit subir d'avoir notre propos qui est complètement tronqué au montage. Quand on a des choses à dire, ça se passe sur YouTube, ça se passe sur les réseaux sociaux. La télé, c'est un autre monde. J'ai ensuite Tranduile de la Forêt Noire qui m'écrit « Quel genre de relation
relations entretiens-tu avec tes collègues professeurs en rhétorique? De quel œil voit-il ta chaîne YouTube? Eh bien, c'est un peu toujours la même chose quand on casse les codes, quand on innove. Évidemment que quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, les remarques c'était du genre mais tu vas pas te rabaisser à ça, tu vas t'afficher, tu vas mettre en péril la suite de ta carrière. Et maintenant les gens se rendent compte que c'est ici que ça se passe. Et surtout avec le confinement où les universités ont dû évoluer vers des formats en ligne, les gens se rendent compte que finalement faire des vidéos, avoir cette relation avec le public sur les réseaux sociaux, ça permet de faire le travail bien, ça permet de partager des choses intéressantes, ça permet de toucher un public beaucoup plus large, et donc ce qui paraissait une aberration, ça devient de plus en plus la norme. Donc je suis content d'avoir amorcé ce mouvement, et puis j'invite tous les doctorants, parce que souvent quand on est chercheur, c'est une carrière qui est désagréable d'être chercheur, parce que on a fait des études longues, et puis on arrive, on a notre doctorat, et on est tout en bas de la chaîne alimentaire, et ensuite on doit sauter de petit contrat en petit contrat, c'est très désagréable. Donc si vous avez fait ce travail qui consiste à développer un savoir, à développer une expertise, n'attendez pas avant de le partager et peut-être que vous en ferez votre métier. C'est possible de trouver des manières de vivre de ce qui nous plaît, de vivre de notre passion, de vivre de notre savoir sans avoir besoin de dépendre d'une position à l'université. Ceci dit, j'ai toujours eu une très bonne relation avec ma directrice de thèse qui s'appelle Emmanuelle Damblon. Allez voir ce qu'elle fait, elle m'a soutenu depuis le début et dans tout ce que j'ai accompli et je vous parlerai sans doute de son travail un de ces jours. Ensuite, Mathieu Guimard me demande pour toi quelle est ta plus grande fierté, réussite. Sans aucun doute le jour où je suis devenu papa, c'était vraiment merveilleux. Je suis très fier de ma femme pour avoir porté notre bébé et puis aujourd'hui c'est génial de voir notre petite fille qui grandit. Il n'y a rien qui égale ça. Pour les choses qui nous concernent, ma plus grande fierté, c'est l'exercice que j'ai lancé sur la chaîne secondaire. Donc vous voyez, sur la chaîne secondaire, j'essaie de vous pousser à aller toujours un petit peu plus loin dans la pratique de la rhétorique. Et récemment, j'ai décidé de passer au niveau supérieur en vous demandant de produire un discours en vidéo. De produire un discours en vidéo avec un plan que j'avais donné. Et il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de gens qui ont répondu à l'appel. Et j'ai trouvé ça génial d'être capable de déclencher ça, d'amener des gens à faire ce pas qui est vraiment difficile. S'exposer comme ça face à des gens en faisant un discours sur un sujet politique, en défendant une cause qui nous tient à cœur. Je trouve ça merveilleux qu'on soit capable de faire ça. Et donc c'est ça ma grande fierté, c'est ça qui me fait plaisir, c'est pour ça que je fais ce que je fais. Il faut prendre toutes les vidéos que je fais comme des conseils qui vous permettent de progresser, qui vous permettent de développer cet incroyable outil rhétorique. Et puis ensuite, quand je vois des gens qui s'emparent de ces outils pour porter des projets, pour porter des causes, j'ai vraiment l'impression de lancer un mouvement et je vous suis très reconnaissant. Je vous suis très reconnaissant d'aller un pas plus loin comme ça dans l'engagement. J'ai ensuite Alice Yette qui me demande « Aimerais-tu te présenter aux élections présidentielles ?» En fait, je pense pas que ce soit l'aboutissement d'une vie d'être président. Je sais que ça fait rêver beaucoup de monde, mais c'est quand même une position où finalement on n'a pas tellement de pouvoir. Par contre, on a énormément de responsabilités. Donc, si notre objectif, c'est de changer le monde, si notre objectif, c'est d'avoir un véritable impact, je pense qu'il y a des meilleures manières de le faire. En revanche, j'ai réfléchi un petit peu en me demandant, mais dans quelles circonstances tu pourrais te dire, voilà, là, il faudrait que tu te mettes en politique, vraiment, il faudrait que tu te lances. Et il y a une seule circonstance, il y a un seul cas dans lequel je me dirais, il faut y aller. Mais on a encore de la marge. Alors pour le moment, j'étudie l'économie, la finance, l'histoire et la géopolitique, et c'est très bien comme ça. Bon, je pense qu'avec ça, je vous en ai bien assez dit. On va aborder maintenant la question de l'avenir de cette chaîne. Mais avant, vous les entendez? C'est les réponses courtes. Comment émouvoir son public? Pour toucher, il faut être touché. Est-ce que la langue de bois est une sous-discipline de la rhétorique? Non. Est-il possible d'être un grand orateur sans nécessairement maîtriser la rhétorique? Non. La rhétorique n'est-elle pas parfois la version kitsch et dévoyée de la littérature? Non. Existe-t-il une figure de rhétorique absolument implacable? Non. Comment ne pas devenir fou avec autant d'abonnés et de commentaires à gérer? Pas peur de se faire dépasser par le succès? Non. Je suis en master de lettres pour faire prof, mais je songe à une reconversion. Y a quoi comme taf dans la rhétorique? Non. C'est quoi ton parcours dans la rhétorique, beau gosse, genre en termes d'études et tout? J'ai fait une thèse, t'as vu, la famille. Quelles sont selon toi les limites de la rhétorique? La rhétorique ne remplace pas l'expertise. La rhétorique et l'éloquence, c'est une science exacte ou plus une philosophie? Ni l'un ni l'autre, c'est un artisanat. Pain au chocolat ou chocolatine? Cook au chocolat. La rhétorique est-elle utile dans un monde dominé par la loi du plus fort? Si tu te sens dominé,
il est grand temps de te prendre en main. Comment être soi-même lorsqu'on fait un discours ? Essaie de faire un discours en étant quelqu'un d'autre et tu verras que c'est encore plus difficile. Quelles sont les 3 valeurs qui selon toi sont les plus importantes ? Liberté, responsabilité, fraternité. Quel est le conseil que tu peux apporter à un apprenti rhéteur afin de s'améliorer ? Passionne-toi pour ton sujet. Pour maîtriser la rhétorique, ne penses-tu pas qu'il faut être philosophe ? Faire de la rhétorique en philosophant, c'est comme conduire avec le frein à main. Bonjour Victor, un petit feat avec DG sur sujet divers pourrait être d'actualité ? Seulement s'il aère sa chambre. En BTS technico-commercial, nous avons des cours de PNL. Pourrais-tu en dire un mot ? Oui. T'es qui ? Toi, t'as pas dit bonjour. Peut-on tout obtenir grâce à la rhétorique ? Passe à autre chose, elle reviendra pas. Comment conquérir le monde par la rhétorique ? En étant utile aux autres. Penses-tu que la majorité des filles sont attirées par les bad boys ? Seulement quand ils se tiennent bien droit et qu'ils mettent la mâchoire en avant. Tu as voté pour qui ? Garde un secret et tu en seras le maître. Révèle-le et tu en seras l'esclave. Il y a eu enfin des questions sur l'avenir de cette chaîne. Comment est-ce que je vois les choses ? Est-ce que je vais tenter des nouveaux formats ? Et puis surtout, quel va être votre rôle dans tout ça ? La première chose, c'est, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait des frais. J'ai investi parce que avant je me filmais avec une GoPro et donc les GoPro c'est très bien pour filmer en extérieur, mais quand on fait du face caméra, ça limite la résolution à 720p. Et donc là, normalement, vous devez voir une différence d'image parce qu'on est passé en 1080. Au-delà de ça, on va garder le format parle. J'aime beaucoup cette émission. Là, on va faire une pause. Vous savez que j'aime bien faire des pauses pour me ressourcer. Et donc là, c'est le dernier épisode de la saison. Et donc, on va reprendre les émissions parle courant janvier. Ça va être vers la mi-janvier qu'on va attaquer une nouvelle saison. J'aime beaucoup ce format. J'aime beaucoup ce rendez-vous qu'on a ensemble. Je crois qu'il vous plaît aussi. Et c'est pas quelque chose dont je risque de me lasser parce que je conçois chaque vidéo comme un petit essai rhétorique. Donc, je progresse en même temps que vous. À chaque fois que je m'intéresse à un sujet, eh ben, je dois faire cet effort d'amener ma compétence rhétorique sur de nouveaux terrains. Donc j'aime beaucoup ça, on va continuer. Les expérimentations vont avoir lieu sur la chaîne secondaire. C'est pour ça que j'ai créé une chaîne secondaire et comme vous le voyez, on va de plus en plus loin. J'ai commencé par vous proposer des exercices où il fallait réagir dans les commentaires et puis là, on a franchi un nouveau cap où je vous ai proposé de faire des discours complets. Et c'était merveilleux de commencer à vous voir. J'étais vraiment ému. J'étais vraiment ému quand j'ai vu certaines d'entre vous qui se filmaient pour partager leur discours. C'est génial et c'est vers ça que je veux qu'on aille. Je veux qu'on aille vers cette idée qu'on va faire des réseaux sociaux un terrain d'expérimentation rhétorique. C'est là que ça va se passer. Et je pense qu'on va commencer les lives. Ce qui m'a vraiment donné envie de commencer les lives, c'est une petite histoire, mais je vais vous la raconter. Je suis une chaîne qui s'appelle Padawam HD. Donc c'est une chaîne qui s'intéresse plus aux films, aux jeux vidéo, etc. Mais il se trouve que sur cette chaîne, il y a quelqu'un qui s'appelle Joachim, qui fait des émissions de géopolitique et qui fait également des émissions où il invite les gens qui le suivent à avoir un échange dialectique avec lui. Et j'ai fait ça, j'ai participé à une émission et on a eu un débat très agréable sur la question de savoir si l'homme était un animal comme les autres et j'ai beaucoup aimé ce format. Et donc c'est quelque chose que je pense qu'on va bientôt reproduire sur la chaîne secondaire. Il faut que je vois de quel setup au plan technique j'ai besoin pour pouvoir vous accueillir et pour pouvoir organiser des débats avec moi, des débats entre vous, et on va trouver une manière que ce soit riche, que ce soit intéressant, qu'on se focalise vraiment sur le développement d'une pensée, sur la mise à l'épreuve d'une pensée. D'ailleurs, l'un d'entre vous a posé la question, est-ce que je prévois d'avoir un nouvel échange dialectique avec Joachim ? Oui, ce serait avec plaisir, et donc je voudrais lui lancer un défi. Joachim, je te propose qu'on se retrouve en novembre 2021 pour débattre de la question suivante: la religion rend-elle les hommes plus moraux ? Je vous invite à faire passer le message et ce sera une occasion pour vous de voir comment je débat parce que ça c'est une situation où ça peut être intéressant. Faire le clown à la télé, c'est pas quelque chose qui m'attire. Par contre, avoir un échange intelligent avec un interlocuteur qui maîtrise la dialectique, c'est quelque chose qui vaut la peine parce que l'échange est intéressant. C'est pas quelque chose où ça va être de la frustration et de l'agressivité. Ça permet vraiment au débat et à la controverse d'avoir la fonction qu'elle devrait avoir, à savoir permettre d'affirmer
affiner les idées, permettre de nourrir l'intelligence. Donc tout ça pour vous dire que cette expérience m'a donné très envie de faire des lives, donc on va voir quelle forme ça peut prendre. Mais en attendant, allez faire un tour sur la chaîne secondaire, vous avez la possibilité de m'envoyer des textes, vous avez la possibilité de m'envoyer des textes littéraires, des nouvelles, des textes politiques, et là-dessus aussi j'aimerais créer un nouveau format, parce que ça me prend beaucoup de temps. Ça me prend beaucoup de temps de devoir regarder tous ces mails, de devoir lire ces textes, de faire un retour dessus, un retour filmé, d'autant plus que je dois également corriger vos exercices, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à participer. Donc j'aimerais organiser une émission où il y aurait des chroniqueurs. Les chroniqueurs, ce sera vous. Donc ça veut dire qu'on va se faire une petite liste email. On va sélectionner pour chaque émission 3, 4, 5 personnes qui vont lire les textes en avance. Et puis on va se faire un live où vous allez venir avec votre avis rhétorique sur les textes qui auront été envoyés. Donc ça, c'est un autre format qu'on va pouvoir faire. Et donc c'est ça la direction que ça va prendre. Il y a ce format Parle, qui est notre format canon, qui est notre rendez-vous auquel je tiens. Je vais essayer d'être toujours meilleur là-dedans. Je vais essayer de toujours progresser en rhétorique pour vous donner les outils les plus efficaces pour pouvoir nourrir votre compétence rhétorique. Et l'idée, c'est que de temps en temps, je vais vous inviter à aller vers la chaîne secondaire parce qu'il y aura des exercices, parce qu'il va s'y passer des choses. Et d'ailleurs, c'est un bon moment pour aller vers cette chaîne secondaire parce que pendant cette période où on va mettre l'émission Parle sur pause, c'est sur la chaîne secondaire qu'il va se passer des choses. Il me reste à vous remercier du fond du cœur d'être là, à vous remercier pour vos questions, à vous remercier d'être présent émission après émission, et puis surtout, je vous souhaite de vivre ce que je vis, parce que c'est génial ce qui m'arrive. C'est génial de pouvoir partager ma passion, de pouvoir partager ma discipline, de voir que les gens s'en emparent, que les gens apprécient ça, de sentir que quelque chose se passe, que ça crée de l'espoir, que ça crée de la détermination, que ça crée du plaisir, que ça crée de la passion. Et voilà, si je peux vous donner un seul conseil, c'est quand vous suivez mes émissions, quand vous suivez les épisodes de Parle, s'il vous plaît, ne le faites pas passivement. Ne considérez pas ça comme du divertissement. Il y a à l'intérieur des conseils dont vous devez vous emparer et que vous devez appliquer. Parce que ce n'est pas aux autres de façonner le monde, c'est nous les cadres. Le monde sera ce que nous en ferons et c'est pour ça que nous parlons.